France Info et France 24 présentent Bonjour, Wimbledon, le tournoi de tennis le plus prestigieux de la planète, privé du numéro 1 mondial Daniil Medvedev, c'est en ce moment même. Raison invoquée, il est russe. Dernier exemple en date du tumulte que traverse le monde du sport entre la guerre en Ukraine et le rôle très décrié d'acteurs de premier plan désormais, comme le Qatar. La politique peut-elle, doit-elle rester aux portes des stades? On va tenter d'y répondre dans ce nouveau numéro du Monde dans tous ses états. Votre rendez-vous sur France Info et France 24 avec vous. Aujourd'hui, Jean-Baptiste Guégan, bonjour. Bonjour. Géopolitologue du sport, vous êtes l'auteur en 2017 de Géopolitique du sport, une autre explication du monde. Merci d'être avec nous. Mais revenons d'abord à ce que disait Vladimir Poutine. C'était en 2007, à l'époque, la Russie est candidate à l'organisation des JO d'hiver 2014, qu'elle finira d'ailleurs par obtenir à Sotchi. Voici son message à l'époque aux membres du CIO. Monsieur le Président, membres du CIO, Mesdames et Messieurs, soutenez s'il vous plaît le rêve olympique des millions de Russes qui attendent votre décision avec l'espoir. Je vous remercie. Et dans l'univers du sport aussi, on peut dire que jusqu'en 2014, Vladimir Poutine avait ramené la Russie au temps de l'URSS. Pour le meilleur, le rayonnement, et pour le pire, le dopage. Surviennent alors deux événements, les Jeux de Sotchi donc, et l'annexion de la Crimée. C'est là, en espace d'un mois, que tout a basculé, Florent Boutet. Et oui, la Russie, elle est bannie de toutes les grandes compétitions internationales. Elle qui avait pourtant fait de ce domaine un instrument de soft power. Vous le voyez, elle avait organisé ces dernières années deux des plus grands événements en la matière, les Jeux Olympiques de Sotchi en 2014 et la Coupe du Monde de 2018. Vous vous souvenez, c'est celle que la France a gagnée pour sa seconde étoile. La Russie, donc, bannie, son équipe nationale ne participera pas au prochain mondial au Qatar. Elle devait aussi organiser cette année la finale de la Ligue des Champions à Saint-Pétersbourg. Finalement, c'est le Stade de France qui a récupéré l'événement. En termes de judo, Vladimir Poutine, lui-même judoka, était jusqu'ici président honoraire de la Fédération internationale. Il a été déchu de ses obligations. Et puis, pêle-mêle, il y a toutes ces disciplines, pour certaines extrêmement pourvoyeuses de médailles, de titres pour les athlètes russes ou biélorusses. Hockey, gym, athlétisme, j'en passe, auxquels ces athlètes ne peuvent plus prendre part au niveau international. Ça passe aussi par le tennis. Wimbledon qui a commencé actuellement, le numéro 1 mondial, il est russe, Dimitri Medvedev. Il ne peut pas prendre part au tournoi. La Formule 1, Mazepin, le seul pilote russe du plateau, il a été exclu. Il a dû rendre son baquet. Il faut dire que son écurie Haas était sponsorisée par un oligarque. Le cyclisme aussi, l'équipe Gazprom, elle ne roulera pas cet été sur les routes du Tour de France. Exclue là aussi par l'UCI, l'Union cycliste internationale. Et on terminera par le volley avec les championnats du monde qui devaient se dérouler cette année en Russie. La compétition, elle a été déplacée, récupérée par la Pologne, la Russie, qui n'organisera donc pas cet événement. Cette décision, Jean-Baptiste Guégan, de bannir désormais les athlètes russes et non plus seulement sous drapeau russe des grandes compétitions, elle marque un tournant historique pour le CIO et les fédérations sportives. Effectivement, depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est la première fois qu'on a justement ce type de sanctions où on exclut carrément un pays et ses ressortissants. Même depuis la guerre en ex-Yougoslavie, aux militants des années 90, on n'était pas allé aussi loin. Et là, c'est une mesure qui est à la hauteur finalement de la guerre déclenchée en Ukraine par Vladimir Poutine. On est sur le niveau de sanction ultime. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir que le sport a été le premier secteur à sanctionner, que c'est finalement l'avant-scène des relations internationales, et on en a un très bel exemple avec ces sanctions. Rendre les sportifs comptables des politiques menées par leurs gouvernants, et est-ce qu'il n'y a pas là une forme d'injustice? Alors il y a une injustice pour les sportifs, parce que par définition, ils s'entraînent toute leur vie, c'est un rêve de jeunesse que de participer à une Coupe du Monde ou d'aller aux Jeux, et pas pouvoir le faire. Le souci, c'est que pour tordre le bras de Vladimir Poutine, c'est un des éléments à mobiliser, comme pour les sanctions classiques traditionnelles. Et c'est aussi un moyen de toucher l'opinion publique russe. C'est-à-dire que ne pas voir ces sportifs alignés, c'est aussi une manière de rappeler que le récit du Kremlin n'est pas le seul récit dominant. Il y a évidemment d'autres raisons, mais ça fait partie des raisons majeures. Avec ce nouveau front sportif, cette fois, voilà un domaine de plus dans lequel la Russie va devoir s'adapter. Comment envisage-t-on l'avenir du sport russe du côté du Kremlin, Luc Lacroix ?
En tout cas, pour la Russie, pas question de se désengager du sport. La première réaction, c'est de contester ces exclusions et parfois ça marche, comme par exemple pour une compétition de luge sur glace. C'est peut-être un précédent. Deuxième réaction, dénoncer, se poser en victime et dire que le sport devrait être apolitique et que ces exclusions montrent bien que les instances sportives internationales sont instrumentalisées par les Occidentaux. Ce discours, il est largement diffusé. Il porte auprès d'une partie des Russes, il porte aussi parfois auprès de l'opinion publique internationale, comme par exemple quand Daniil Medvedev est exclu du tournoi de tennis de Wimbledon. Mais ce discours, il est paradoxal car la Russie elle-même, depuis une vingtaine d'années, a fait du sport un instrument politique. Quand elle organise de grandes compétitions comme les JO de Sochi en 2014 ou la Coupe du monde de football en 2018, elle veut montrer qu'elle est une grande puissance. La Russie utilise parfois aussi ses sportifs. Quand Arnold Schwarzenegger appelle les Russes à arrêter la guerre, c'est une haltérophile qui lui répond par message vidéo interposé. Enfin, dernière stratégie, organiser des compétitions parallèles. La Russie a commencé à le faire à partir du moment où certains de ses athlètes ont été exclus à cause de scandales de dopage. Alors il y a parfois un très haut niveau, la médiatisation n'est pas toujours au rendez-vous, mais cette stratégie, elle rappelle en tout cas les Jeux de l'amitié. Quand en 1984, ils ont été organisés, c'était juste après les JO de Los Angeles auxquels les Soviétiques n'ont pas participé. Et oui, Jean-Baptiste Guégan, dans les prochains jours, la Russie organise ses Jeux universitaires nationaux. L'invitation a été lancée à un certain nombre de pays amis, comme la Biélorussie, le Kazakhstan ou encore la Chine. À terme, ces pays ont-ils les moyens de peser sur le CIO et d'autres fédérations internationales, voire même de les concurrencer ? Les concurrencer, non, mais c'est une manière de répondre pour la Russie. C'est une manière de dire, vous nous excluez, vous nous sanctionnez, vous inquiétez pas, on est capable de faire nous aussi notre système de sport international de notre côté, de proposer une alternative. Ça permet de mobiliser sa base et ça permet aussi de montrer qu'on n'est pas sans réaction. Maintenant, concrètement, la Chine n'a aucun intérêt à sortir du giron olympique, c'est pareil pour les autres. Ils vont simplement montrer qu'ils sont solidaires pour éviter aussi d'éventuelles sanctions ultérieures. Et derrière, cette manifestation va avoir lieu. Elle permettra aux sportifs russes d'exister, mais ça ira pas plus loin. Pas de schisme au sein du sport mondial, donc. Il y en a un, c'est ce que moi j'appelle le piège de Coubertin. C'est-à-dire, à un moment donné, c'est l'idée que le sport n'est pas politique. Or, le sport est politique depuis les origines. Et là, on commence véritablement à l'accepter. Aujourd'hui, au CIO de trancher, c'est au CIO d'accepter d'être un acteur politique comme les autres. C'est ce qu'il fait. Combien de temps les grandes fédérations peuvent-elles se passer, d'après vous, des sportifs russes ? Quels sont les sports les plus atteints aujourd'hui ou menacés dans leur intérêt par ces expulsions ou ces exclusions ? Les sports dominants, finalement, et traditionnels pour le sport russe, c'est quoi ? C'est le hockey sur glace, c'est la gymnastique, c'est toutes les disciplines, finalement, dans lesquelles la Russie et même l'Union soviétique dominaient. Aujourd'hui, c'est vrai que sans les Russes, c'est différent. On peut penser aussi au tennis. Là, on a une génération dorée du tennis russe. Ne pas les voir, c'est quand même dommage. Après, force est de constater que... il faut bien symboliquement montrer les choses. On est peut-être allé très loin dans ce système de sanctions-là. Mais ceux qui sont vraiment pénalisés, ce n'est pas les sportifs mondiaux, c'est d'abord et avant tout les sportifs russes. En tout cas, les premières victimes de la guerre en Ukraine, ce sont les Ukrainiens eux-mêmes. C'est vrai aussi dans le sport, exemple avec le Shakhtar Donetsk, déjà contraint de fuir le Donbass en 2014. Ce club de football s'entraîne désormais en Turquie, à Istanbul plus précisément. Reportage signé Ludovic de Foucault pour France 24. On reconnaîtrait sa silhouette entre mille. Andriy Piatov, 37 ans, dont 14 passés à garder les buts du Shakhtar Donetsk. 480 matchs au compteur, 10 titres de champion d'Ukraine sur les 13 qu'a remporté le club. Piatov est l'âme de cette équipe. Une équipe qu'on retrouve loin de ses bases, accueillie au centre d'entraînement de la sélection nationale de Turquie, à Istanbul. Bien sûr, on rêve tous de revenir et de rejouer à la maison. Mais dans cette situation, évidemment, ce n'est pas possible. Tout cela à cause d'un homme, d'un tyran, responsable de tout ce qui se passe. Après 2014, le Shakhtar a erré entre Kiev, la capitale, Lviv ou Kharkiv. Mais l'invasion russe du 24 février dernier a poussé le club hors des frontières ukrainiennes, même si certains ont fait le choix de rester au pays. Chacun doit faire sa part de travail pour le pays, que ce soit confectionner des protections pour les militaires ou tout autre type d'aide pour notre armée. Je crois que tout le monde en Ukraine doit aider le pays. On se bat tous ensemble. Les 13 Brésiliens qui portaient les couleurs du Shakhtar ont fui l'Ukraine. Les autres ont pu quitter le pays avec une autorisation spéciale car les hommes en âge de combattre ont normalement l'obligation de rester. En exil,
le Shakhtar a entamé une tournée pour la paix. Mais contrairement à Athènes, où une partie des ultras de l'Olympiakos avait refusé de se rendre au stade, en estimant que leur club ne devait pas prendre parti dans la guerre, les supporters du Fener prévoient un accueil mémorable pour le Shakhtar. En tant que fans du Fenerbahçe et en tant que nation turque, nous partageons la peine et la souffrance des Ukrainiens. Et nous voulons que la guerre s'arrête. J'espère qu'on aura une belle fête mardi et que le match servira de soutien financier et moral pour eux. Dans ce quartier de la rive asiatique d'Istanbul, l'enceinte ravivera peut-être d'anciens souvenirs à Piatov. Voilà pour les footballeurs ukrainiens du Shakhtar Donetsk. Le foot russe, lui, est purement et simplement exclu des compétitions internationales. Ça semble incroyable, tout de même, Jean-Baptiste Guégan, lorsqu'on pense qu'il y a à peine 4 ans, c'était Vladimir Poutine lui-même qui, aux côtés d'Emmanuel Macron, était venu saluer les supporters français, les footballeurs français en l'occurrence, victorieux de leur Coupe du Monde dans les vestiaires en Russie. Si on se rappelle de cette situation-là, aujourd'hui, l'écart est grand. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de Russes qui sont engagés dans les compétitions, il n'y a plus d'équipe russe, il n'y a plus de sponsors russes. Je pense à Gazprom qui s'affichait comme sponsor de la Ligue des Champions. Ça marque aussi l'importance de cette guerre et la prise de conscience du football international, et notamment du football européen. Pas d'Euro de football, donc cet été, pour les joueuses russes ? C'est exactement dans la continuité des sanctions. Les joueuses russes sont aujourd'hui empêchées, littéralement. C'est aussi une manière de montrer qu'on ne lâche pas. Et le problème, c'est que ça risque de durer longtemps. Et ça se fera au détriment des sportifs et des sportifs. Et de la pratique du sport en Russie, vous pensez ? Évidemment. C'est-à-dire que vous allez avoir une génération qui ne va pas être exposée, finalement, au haut niveau. Ça se paye. Pour les Ukrainiens aussi, le coût est important. On l'a vu pour le Shakhtar Donetsk dans ce reportage. D'abord, les Ukrainiens, c'est les premières victimes de la guerre. Ouais. Ça, il faut le dire, il faut le répéter. Pour eux, aujourd'hui, le sport est devenu vraiment une activité annexe, on l'imagine. Alors, c'est une activité annexe, mais c'est aussi une vitrine pour montrer ce que l'Ukraine est capable de faire et pour faire entendre une voix. Les sportifs ont été, là encore, les premiers à relayer. C'est eux qui ont fait pression sur le mouvement sportif international pour qu'il y ait des sanctions. Et sans leur détermination, peut-être que le mouvement sportif, qui n'avait pas forcément intérêt à y aller, n'y serait pas allé. Ils peuvent participer, les Ukrainiens, aux grandes compétitions internationales dans des conditions d'entraînement normales ou qui les mettent à égalité, équivalence avec leurs concurrents ? Alors, c'est là où c'est compliqué, c'est-à-dire que déjà, psychologiquement, vous êtes empêché. C'est-à-dire quand vous savez que votre famille est menacée, qu'une partie de votre ville est dévastée, c'est compliqué. Ensuite, ils ne bénéficient pas de leurs conditions d'entraînement habituelles. Et puis, ils n'ont pas non plus l'environnement favorable pour ça. Après, ils sont soutenus aussi par le public. On l'a vu à Roland-Garros, on l'a vu dans les tournois de tennis. Il y a un vrai engouement, il y a un vrai soutien. Maintenant, on est à plus de 3 mois. Est-ce que ça va durer dans le temps ? C'est usant, c'est épuisant. Pour un sportif de haut niveau, c'est une contrainte supplémentaire. Maintenant, ils savent qu'ils sont les porteurs d'un drapeau, et ce drapeau, ils le porteront jusqu'au bout. Un patriotisme clairement affiché. Côté russe, on l'a dit, pas d'Euro de football donc pour les joueuses russes cet été. Pas de Coupe du Monde au Qatar non plus pour la Russie. La Coupe du Monde dont on va parler dans un instant. Voici le clip promotionnel. Qatar 2022, c'est dans 5 mois. Et nous, on en parle dans 5 minutes, juste après un journal sur France 24. Restez là. France Info et France 24 présentent Suite du monde dans tous ses états, le sport, nouveau champ de bataille dans les conflits qui opposent entre elles les nations. On continue d'en parler avec vous, Jean-Baptiste Guégan, politologue du sport, auteur en 2017 de Géopolitique du sport, une autre explication du monde. Le Qatar, on vient de le voir, organise donc la Coupe du monde de football 2022 en fin d'année et au milieu du désert. Objet de toutes les controverses aussi, le bilan du Qatar en matière de droits de l'homme. Résumez-nous tout ça, Florent Boutet. Et oui, cette Coupe du Monde au Qatar, c'est vraiment le mondial des polémiques. Regardez, le chantier déjà, il y a eu des conditions de travail proches de l'esclavage, visiblement, pour les ouvriers qui sont venus en masse au Qatar pour construire les stades. Résultat, des morts qu'on a comptés par milliers, puisque c'est le journal Le Guardian
qui a enquêté et qui avance ce chiffre astronomique, 6500 morts d'après le quotidien britannique qui a enquêté auprès des chancelleries de pays comme le Bangladesh, le Pakistan, le Népal, qui ont envoyé des ouvriers sur place et qui donc a réussi à obtenir ce chiffre, là où le Qatar n'avance officiellement que 37 morts. Et puis des polémiques aussi en ce qui concerne le climat. Normalement, la Coupe du Monde, c'est l'été seulement au Moyen-Orient. Il peut faire jusqu'à 50 degrés. Résultat, la date a été déplacée en hiver, mais là aussi, il va falloir trouver des solutions pour rafraîchir ces enceintes en plein air. Une véritable aberration écologique puisque la climatisation a été installée pour que les spectateurs non seulement puissent assister au match dans de bonnes conditions, mais aussi que l'ambiance soit suffisamment rafraîchie pour que les joueurs puissent accomplir sur le terrain leur performance sportive. Autre polémique, on n'y coupe pas en ce qui concerne les grandes compétitions ces dernières années. Allégation de corruption pour que le Qatar obtienne cette Coupe du Monde. Résultat, pour toutes ces raisons, il y a eu un mouvement de protestation, de tentative de boycott qui a été initiée l'an dernier, notamment par les footballeurs norvégiens qui ont joué des matchs en arborant ce genre de maillot. Au final, c'est vrai, la fédération norvégienne a fini par se dédire, a renoncé à appeler au boycott. Mais la dernière polémique en date qui vient d'éclater, elle concerne le mouvement LGBT. On sait que l'homosexualité est interdite au Qatar. Mais dernièrement, un accord a été trouvé et le drapeau arc-en-ciel pourra quand même être déployé dans les stades. Ce sera donc du 21 novembre au 18 décembre. Et s'il a fallu déplacer l'événement en dehors de l'été, dans l'hémisphère nord, c'est pour éviter la chaleur accablante qui règne habituellement au Qatar durant cette période. Pas suffisant, néanmoins, pour éviter une empreinte carbone qui s'annonce très élevée. Avec la climatisation dans les stades, beaucoup redoutent un mondial désastreux pour l'environnement. Vous voyez cet extrait d'un reportage de Franck Genozo pour France Télévisions. Aujourd'hui, il fait très chaud, quasiment 42 degrés. Et plus on va s'approcher du terrain, plus la température va s'abaisser. Bienvenue dans notre bulle climatisée, le stade Al-Wakra. Le long du terrain de jeu, des dizaines de canons soufflent de l'air frais vers la pelouse. Ici, c'est de l'air à 17 degrés. L'idée est de créer des conditions de jeu optimales. Et sur la ligne de touche, on approche les 25. Tout cela sans avoir à fermer le toit du stade. L'air chaud est plus léger et il ne pénètre donc pas dans le stade où l'air plus frais et donc plus dense reste en dessous. Pour lutter contre les températures accablantes, la Coupe du Monde 2022 sera décalée au mois de novembre. Mais même à cette période de l'année, il peut tout de même faire plus de 30 degrés. Selon les ingénieurs, la dépense énergétique se rapproche de celle d'un aéroport, mais pour quelques heures seulement. Et dans la salle des machines, on estime que cette technologie sera utile à d'autres stades dans un futur proche. La Coupe du Monde suivante a lieu en été aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Croyez-moi, ils devront aussi climatiser leur stade. Une Coupe du Monde au milieu du désert, le concept est depuis longtemps décrié. Alors le comité organisateur dit tout faire pour limiter l'impact écologique de l'événement et surtout, il soigne sa communication à ce sujet. Avec ce laboratoire à ciel ouvert, où 36 types de pelouses sont actuellement testés. C'est la même chose qu'un peintre qui chercherait à créer différentes nuances de bleu, de rouge ou de jaune pour sa palette. L'idée, trouver celle qui résistera le mieux à la lumière et gardera une parfaite teinte de vert, tout en consommant le moins d'engrais et surtout le moins d'eau possible. Jean-Baptiste Guégan, il y a un vrai regret concernant l'attribution au Qatar de cette Coupe du Monde 2022. Seb Blatter lui-même a admis une erreur. Il aurait fallu renoncer ou bien fallait-il aller au moins une fois au Moyen-Orient? Alors aller au Moyen-Orient et donner finalement au monde arabe et au monde musulman une Coupe du Monde, c'était une nécessité, c'est ce qu'avait justifié notamment Michel Platini. Après, l'obtention de la Coupe du Monde par le Qatar, elle pose de vraies questions et elle souligne surtout le rôle de la FIFA. La FIFA a été défaillante. Il y avait les États-Unis en face. Il aurait été plus simple de les leur donner et d'aider finalement les pays du Moyen-Orient à construire une Coupe du Monde à plusieurs. Là, on n'a aucun avantage finalement à cette Coupe du Monde, si ce n'est que le Qatar va pouvoir montrer ce qu'il sait faire. Au moins 200 milliards de dollars, c'est le coût minimum estimé. Ça a un sens ou est-ce que l'enveloppe va continuer à grimper de manière stratosphérique dans les prochaines années? Est-ce que ça ne pose pas aussi la question des pressions financières, Florent Boutel évoquait des rumeurs de corruption. Alors, les rumeurs de corruption, elles existent. On sait que cette attribution, elle est compliquée. Après, on est surtout sur un coût du sport international qui explose. Et aujourd'hui,
quasiment 90% des pays du monde ne peuvent plus accueillir ce type d'événement. Donc déjà, le sport doit balayer devant sa porte avant de regarder ceux à qui il donne ses organisations. La deuxième chose, c'est que le Qatar joue aussi sa survie dans cette histoire-là. C'est-à-dire que cette Coupe du Monde, c'est aussi une manière pour lui d'exister sur la scène internationale et de préparer la fin de la rente énergétique. Une fois qu'on a dit ça, on comprend aussi pourquoi ils investissent autant. Si vous allez à Doha aujourd'hui, Doha, c'est en complète construction. Vous êtes sur un chantier permanent. Et ils préparent leur avenir. Après, est-ce qu'on peut leur reprocher ça? Non, c'est plus les pratiques et le financement qui posent problème. Les pratiques, justement, un mondial sous contrôle des autorités qataries elles-mêmes. Elles appliqueraient aux visiteurs étrangers les mêmes règles qu'aux Qatariens. Pas de relations sexuelles hors mariage sous peine de poursuite. Un lièvre, si l'on peut dire, soulevé par le tabloïd britannique Daily Star, n'est-ce pas, Benoît Perrochet, spécialiste du sport sur France 24? Oui, alors attention, parce que le Daily Mirror, c'est un tabloïd anglais qui a parfois tendance à chercher le buzz. Et dans cet article, les seuls propos qui sont rapportés sont ceux d'un policier qatarien, mais anonyme. La Coupe du Monde au Qatar, elle a déjà fait couler beaucoup d'encre, évidemment. Les conditions d'attribution, les conditions des travailleurs sur les différents chantiers, et puis le calendrier qui a dû être bousculé, chamboulé, aménagé pour l'organisation de cette Coupe du Monde. Dans cet article, on peut lire que les relations sexuelles hors mariage seront interdites, que les relations homosexuelles le seront aussi, et que c'est passible tout ça de 7 ans de prison. Mais cette interdiction, elle ne va pas entrer en vigueur spécialement pour le mondial. Elle est déjà appliquée, sauf que dans les faits, cette loi, elle est très très peu appliquée. Pour réserver une chambre d'hôtel, on pourrait vous demander le certificat de mariage, mais très peu d'hôtels le font. C'est un peu la même chose pour la consommation d'alcool, proscrit dans l'espace public, mais toléré dans les complexes hôteliers ou encore dans les fan zones. La ligne directrice finalement des autorités qatariennes, c'est plutôt soyez discret et personne ne vous embêtera. Le Qatar qui se sert de cette Coupe du Monde, on le sait depuis des années, comme soft power, et qui a trop à perdre en termes d'image si ce mondial affichait des formes d'intolérance. On l'a compris, personne n'a intérêt à voir se multiplier les arrestations durant le Qatar. Autrement dit, les autorités vont sans doute, on l'imagine, faire preuve de souplesse. Au final, un tel événement, est-ce qu'il peut faire évoluer justement le Qatar lui-même et ses mœurs qu'on vient de décrire, faire évoluer aussi le regard des Qatariens sur l'étranger avec les droits des travailleurs qu'on a vu bafoués à de nombreuses reprises? Si on se souvient de ce que le Qatar était il y a 10 à 15 ans, ça a manifestement évolué. Alors, est-ce que c'est au niveau des standards occidentaux aujourd'hui? Non. Est-ce qu'ils peuvent encore progresser? Évidemment. Est-ce qu'ils vont y arriver? Ça, c'est une autre question, mais on verra et on fera les comptes après. Est-ce qu'un événement comme la Coupe du Monde leur donne envie d'évoluer avec évidemment le projecteur braqué sur le Qatar et ses pratiques? C'est un accélérateur de changement, c'est-à-dire que cette Coupe du Monde, elle a, comme par Paris 2024, la possibilité de changer les territoires et d'inspirer, voire de changer les mentalités. Il ne faut pas oublier que le Qatar, c'est 90% d'étrangers, et donc derrière, si vous vous montrez intolérant, ils ne viendront plus, et votre économie s'effondrera. Comment se quitter sans parler de la France, victime collatérale de la guerre en Ukraine? La finale de la Coupe de l'UEFA devait se dérouler initialement en Russie. C'est finalement Paris qui a accueilli l'événement, avec les conséquences que l'on sait, fiasco dans l'organisation et au final, un gros doute à 2 ans des JO de Paris. Des supporters ulcérés qui forcent les portes du Stade de France. Une organisation débordée, des policiers qui font usage de gaz lacrymogène. Des dizaines d'interpellations et une finale retardée devant les caméras du monde entier. C'est absolument chaotique. Pour cette finale, plusieurs dizaines de milliers de supporters anglais étaient attendus. Pourtant, dès le premier cordon de sécurité, les fils s'allongent. Il y a trop peu de stadiers pour gérer une telle marée humaine. Les esprits s'échauffent. Certains spectateurs sans ticket forcent le passage. D'autres munis de faux billets tentent aussi leur chance. Au milieu de ce désordre, certains supporters se font voler leurs affaires. Les forces de l'ordre interviennent avec des lacrymogènes. Certaines familles sont effarées. Des individus grimpent aux grilles, d'autres essaient d'ouvrir de force les portes du stade avant d'être repoussés. Certains spectateurs munis d'un vrai billet sont eux toujours coincés à l'extérieur du stade. Pour arriver ici, j'ai mis 3 heures. 105 personnes ont été interpellées. Supporters anglais et autorités françaises se rejettent la responsabilité de ces incidents. Des milliers de supporters britanniques sans billets ou avec des faux billets ont forcé les entrées et parfois violenté les stadiers. Nous avons été voir des finales à Madrid, à Rome, on n'a jamais vu un truc pareil, jamais. Je ne reviendrai jamais voir un match de football à Paris.
Saura-t-on un jour vraiment ce qui s'est passé, Jean-Baptiste Guégan? On sait déjà à peu près ce qui s'est passé, c'est que tout a dysfonctionné. Ça a été un vrai stress test, et ce stress test, on ne l'a pas passé, c'est-à-dire que ça a été un fiasco. Et aujourd'hui, on sait que de la préfecture de police de Paris en passant par le ministère de l'Intérieur et quasiment tous les acteurs, on avait mal considéré l'événement, et donc ça s'est terminé. La faute à l'insécurité, comme le dit Gérald Darmanin? Non, c'est multiple. Gérald Darmanin, il a beau jeu de se cacher derrière ça. En vérité, le dispositif n'était pas prêt pour un événement de cette ampleur-là. On ne sait plus gérer les supporters en France, on a un bon exemple de ça. Ça fait plusieurs années qu'on se défait du problème, et aujourd'hui, on paye la note. Ça va laisser des traces durables entre Anglais et Français? Évidemment, c'est-à-dire que déjà les Anglais et Boris Johnson qui étaient en difficulté à récupérer l'événement politiquement, puis ça avait toujours bien tapé sur les Français, et puis surtout derrière on a laissé des milliers d'Anglais, dont certains qui étaient des élus, des journalistes, voir la situation, ça laisse des traces, il suffit de voir la réaction des Anglais. Ça dit quoi de la capacité de la France à accueillir les JO 2024 dans de bonnes conditions? Alors ça inquiète en termes de sécurité pour Paris 2024 avec la cérémonie d'ouverture qui aura lieu sur le long de la Seine. Et puis surtout, on n'est pas prêt de réorganiser une finale de Coupe d'Europe, parce que l'UEFA n'a pas oublié. Ça montre aussi nos limites. Il va falloir être très attentif aux conditions de sécurité. Il va falloir être attentif et il va surtout falloir travailler et accepter qu'un supporter est un citoyen comme les autres et que ça doit se gérer aussi de cette manière-là. Avec plus de forces de police? C'est pas forcément des forces de police, c'est les bonnes forces de police au bon endroit, en sachant aussi que quand on va au Stade de France, on ne va pas non plus dans n'importe quel stade en France. Il a une configuration particulière, il faut être capable de répondre et pas simplement par la pure autorité ou la pure violence. Merci Jean-Baptiste Guégan, géopolitologue du sport, auteur, je le rappelle encore une fois, en 2017, du très bon Géopolitique du sport, une autre explication du monde. Nous arrivons au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Nous nous quittons le temps de l'été ici en France et avant de se retrouver à la rentrée. D'ici là, vous pourrez retrouver nos émissions sur nos sites internet franceinfo.fr et france24.com. Un grand merci pour terminer à Emmanuel Fleury, Franck Berruyer et Pascal Mizrahi qui m'ont accompagné tout au long de cette année sur cette émission Le Monde dans tous ses états, à retrouver donc en septembre. Très bon été à vous.